Je vais vous livrer 5 signes qui montrent que vous forcez une relation avec la mauvaise personne. Si aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est compliqué, vous ne comprenez pas bien, il est ambigu, il va, il revient, vous passez vos soirées à essayer de décrypter des comportements bizarres, ambigus chez lui, regardez cette vidéo parce que si ça se trouve, vous essayez de faire entrer des triangles dans des ronds ou des carrés dans des cercles et peut-être que vous forcez une relation avec un homme, avec la mauvaise personne. Et donc, il faut que vous soyez au courant de ça parce que le risque, c'est de perdre beaucoup trop de temps avec un mec, de perdre vos plus belles années auprès d'un homme qui, de toute évidence aujourd'hui, ne veut rien de sérieux, ne veut pas d'une relation avec vous. Premier signe, il vous a prévenu dès le début. Dès le début, il vous a dit « Attention, je te préviens, je veux rien de sérieux. » Il vous a prévenu. Il a été honnête. Il vous l'a dit dès le premier rendez-vous. Alors, soit parce qu'il a identifié rapidement que vous ne seriez jamais sa femme partenaire. Voilà. Il y a des hommes qui décident ça, comme ça, boum, dès le début. Et vous pouvez rien y faire. Il l'a décidé. Il vous prévient parce qu'il est honnête et qu'il ne veut pas vous faire perdre votre temps. Il le fait par empathie, finalement. Soit il a conscience que les forces antagonistes dans sa vie, il y a des forces qui vous dépassent et qui vous dépasseront. Il le sait très bien. Il sait très bien que vous ne serez jamais à la hauteur de son taf, vous ne serez jamais à la hauteur de sa passion, de son activité, des autres femmes aussi, qu'il rencontre aussi, ça peut être ça. Et donc, il préfère, encore une fois, vous prévenir avec bienveillance. Encore une fois, c'est une forme d'honnêteté qu'il faut, j'ai envie de dire, qu'il faut reconnaître. Et parfois, il faut mettre son ego de côté et se dire que, bon, j'ai peut-être pas le niveau de changer ce mec-là et c'est pas grave. Il me l'a dit, c'est comme les animaux dans la jungle amazonienne, quand il y a des couleurs rouges, bleues, vertes, généralement, c'est pas bon signe. Hein. Les grenouilles de toutes les couleurs, c'est très joli sur les livres de coloriage, mais il vaut mieux pas les toucher. Ça, c'est une des premières règles qu'on apprend quand on est gamin. Deuxième signe, que vous forcez une relation avec le mauvais mec, vous anticipez un futur, pas lui. Lui, dans son discours, il n'y a aucune mention à un futur lointain ou proche. Rien ne transparaît dans son discours. Aucune... voilà, il n'y a pas de « Ah tiens, on pourra faire ça la semaine prochaine. Ah tiens, il faut que je t'emmène là. Ah, quand on se verra, je te ferai tel truc, même sexuel, peu importe. » Mais il n'y a pas de futur. Il parle au présent. Il ne parle pas au futur, sauf pour esquiver. Il esquive. Voilà, comme Matrix, son énergie cognitive est investie sur comment je vais pouvoir esquiver. Comment je vais pouvoir esquiver sa proposition, comment je vais pouvoir esquiver son texto. Il n'est pas... Un mec avec qui vous êtes en synchronie sur la relation, il va penser au futur. S'il y pense, ça va transparaître dans son discours. Ce qu'il y a dans la tête, ça finit dans le discours, dans le langage. Si dans le langage, il n'y a pas de mention du futur, vous n'êtes pas dans ses projections. Vous n'êtes pas dans le tableau de sa vision du futur. Et il y pense. Hein. Tous les hommes pensent à l'avenir. Voilà. Et les hommes pensent à l'avenir. Sauf si c'est Tarzan, mais a priori, les hommes pensent à l'avenir. Donc, si vous n'êtes pas dans le truc, c'est que soit il y a une autre femme qui occupe cette place dans le tableau, soit c'est pas vous, quoi, tout simplement. C'est pas vous. Voilà. C'est un peu dur dit comme ça, mais vous me payez pour vous dire la vérité, donc je dis la vérité. Je dis les choses telles qu'elles sont. Mais vous allez voir, on va rentrer dans une dimension plus douce un peu plus tard. Restez attentifs, parce qu'il va y avoir un truc très important, une pépite qui arrive. Troisième indice, troisième signe, il y a une incompatibilité fondamentale que vous refusez de voir. Il y a une divergence structurelle, fondamentale. Je ne parle pas d'une opinion divergente, je veux dire, on a tous des opinions divergentes, je veux dire, on ne peut pas tomber sur la personne qui pense exactement comme nous, sur tous les plans, ça c'est un mythe, c'est un fantasme, ça n'existe pas. Mais il y a une chose qui est importante pour vous, il y a une croyance, une idéologie, une valeur morale, un trait de personnalité, un mode de vie particulier que vous avez et qui est incompatible avec son mode de vie à lui. Il y a un truc qui est incompatible entre vous deux et qui définit votre personnalité à vous deux. Exemple, je suis religieuse, il ne l'est pas. C'est fondamental. S'il n'est pas prêt, s'il n'a pas envie de changer ou vous n'avez pas envie de changer et que c'est quelque chose qui définit fondamentalement qui vous êtes, la religion, pour lui comme pour vous, ou son absence, ça ne marchera pas, vous le savez. Mais ça peut être la religion, mais ce n'est pas forcément des choses aussi sacrées. Ça peut être aussi j'aime la nature, il aime la ville. Alors,
Il y en a qui vont vous dire, moi j'aime la nature, mais bon, ils vous diraient ça comme moi j'aime la vanille, j'aime le café. Ok, très bien. Non, vous, c'est j'aime la nature, mais c'est je respire la nature, je bouffe la nature tous les week-ends, j'ai besoin de nature, je peux pas vivre en ville. Et lui ne jure que par le bitume, il ne jure que par l'odeur des pots d'échappement, il aime ça. Il aime son Paris, il peut pas sortir de Paris, quoi. Il adore cette ville, et moi, je peux pas. Vous voyez, bon, ça paraît évident ce que je dis là, mais des fois, il y a un truc fondamental comme ça, une incompatibilité structurelle entre vous deux, qui fait que ça collera jamais. Et il faut la regarder en face. Regardons là en face, là, dites-nous dans les commentaires quelle est-elle. Et d'ailleurs, je vous dirai, tiens, je vous donnerai mon avis là-dessus. Mais c'est pas tant une question de ça, parce que souvent les gens s'imaginent, oui, si la politique, si on n'a pas les mêmes convictions politiques, c'est pas bon. Oui et non, ça dépend. Si pour vous, si lui vote à droite, lui et vous votez à gauche, et que pour vous la gauche c'est quelque chose de fondamental qui structure votre personnalité, votre mode de vie, votre pensée, votre idéologie, votre morale, et que lui c'est pareil, bon bah oui, là ça collera pas. Mais si bon vous votez à gauche quand vous vous souvenez qu'il y a des élections et lui c'est pareil, mais au fond vous en foutez un petit peu, la politique, bon de toute façon j'ai pas de contrôle là-dessus, etc. Alors dans ces cas-là, ce n'est pas une vraie incompatibilité. Vous comprenez la différence? Donc il y a divergence d'opinion et il y a divergence structurelle fondamentale, et une incompatibilité fondamentale. Donc ça peut être le mode de vie, je vous ai dit, ça peut être une idéologie, une conviction morale, ça peut être un trait de personnalité aussi, pareil. Si je suis une introvertie, c'est un extraverti, il ne peut pas s'empêcher d'être... Il a besoin tous les week-ends d'avoir des gens à la maison. Moi, j'avais ça dans ma famille. J'avais une mère introvertie, un papa extraverti. Mon père en a souffert parce qu'il s'est plutôt plié à ce que... voilà, ma mère, et il en a souffert. Donc, il faut prendre en compte ces différences fondamentales que des fois on essaye de mettre sous le tapis en se disant ouais mais on a une si belle compatibilité émotionnelle et sexuelle, ok super, mais s'il y a un vrai problème fondamental qui vous empêche de vivre ensemble et qui de toute évidence rendra impossible la relation, alors il faut le regarder en face. Troisième ou quatrième point, je ne sais plus. Je mets les titres au pif des fois 5, 6 et j'en sais rien, il y en a peut-être 4, 3, 4, bref. Il ne te choisit pas. Vous le choisissez, mais lui ne vous choisit pas. Sincèrement, mesdames. Là je m'adresse à votre cœur, que vous avez, votre intuition. Est-ce que clairement il vous dit oui au quotidien, ce gars-là? Ou est-ce que vous sentez que vous devez batailler pour grappiller 2-3 minutes avec lui, un petit texto, un peu d'amour, des miettes? Ou alors est-ce que c'est un oui, un vrai oui? Sincèrement. Si vous sentez pas que si vous sentez que vous avez face à vous un homme qui ne vous balance pas des oui comme ça, oui, 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 avec soi, oui, 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 oui. Franchement, sincèrement, vous croyez vraiment qu'il veut une relation avec vous? Il y a des choses des fois qui se voient, qui sont évidentes. Si c'est compliqué, si c'est complexe, machin. Alors il peut y avoir toutes les meilleures justifications du monde. Il peut avoir peur de l'engagement. Il peut avoir un style d'attachement évitant, lié à un traumatisme dans le passé. Il peut avoir eu une enfance douloureuse, une maman qui n'était pas présente. Il peut avoir un taf très stressant, très anxiogène, des relations dans le passé qui ont été difficiles avec des ex, machin. Bon, ok, tout ça c'est vrai. Tout ça c'est vrai. C'est très probablement vrai. C'est très probablement la vérité. Mais à la limite, on s'en fout parce qu'on a tous eu des relations douloureuses. On a tous eu, vous avez peut-être probablement, vous aussi mesdames, vécu un traumatisme dans votre enfance, dans votre jeunesse. Vous avez eu une relation difficile avec votre mère peut-être ou votre père, j'en sais rien, maman qui est malade, papa qui est... On a tous ces problèmes-là. C'est pas... La question, c'est pas ça en fait. Personne ne passe à travers la vie sans aucune force antagoniste qui nous dépasse et qui nous empêche de nous épanouir en amour. C'est impossible. La vraie question, c'est à quel niveau de priorité on met tout ça. Et surtout, la vraie question, c'est où se situe son niveau d'amour par rapport à ça. Il faut reprendre toute la manière de se poser le truc. C'est pas est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas. C'est pas binaire. C'est est-ce que d'un côté, il y a plus d'amour qu'il y a de force antagoniste? Est-ce qu'il y a plus que de moins? Il faut faire un bilan comptable. J'adore ce truc. Tout à l'heure, je me suis fait marrer parce que je me suis mis, je vais leur dire, on va faire de la comptabilité amoureuse. Voilà, et non pas de la compatibilité amoureuse. Là, je vais rationaliser quelque chose qui ne doit pas être romantique. C'est une question très simple. C'est est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a plus d'amour ou est-ce qu'il y a plus... Qui est le plus fort? C'est comme dans un bilan comptable, il y a les plus et il y a les moins. Il y a les produits d'un côté, les revenus, ce qui rentre dans la boîte, et il y a ce qui en sort, les charges. En amour, c'est pareil. Est-ce qu'il y a plus d'amour ou est-ce qu'il y a plus de ces forces antagonistes? Vous faites une addition très simple. À la fin, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il reste plus d'amour ou plus de forces antagonistes? Et donc, plutôt que de perdre du temps à s'inventer des belles histoires, eh ben, autant regarder la réalité en face un instant et se dire, ok, là, mon cerveau m'a peut-être joué des tours. Là, je me suis peut-être raconté des belles histoires pendant quelques temps. Et le problème des belles histoires, c'est qu'elles sont très puissantes. Les histoires ont cette fabuleuse capacité à restructurer notre cerveau. Le cerveau est plastique. Une belle histoire, ça peut tout changer, mesdames. Les humains sont des machines à créer des histoires. Les humains sont des machines à inventer des histoires pour créer du sens. Pour créer du sens à la douleur. Pour créer du sens à la souffrance. Pour créer du sens au chaos. Pour créer du sens à l'incertitude. Ça nous fait flipper. L'Occident même est fondé sur une histoire. Sur l'histoire d'un homme qui a souffert plus que ce que n'importe quel homme ici sur cette terre pourrait supporter. Un homme qui a cru qu'il était abandonné et qui, au final, a retrouvé l'amour de son père. Cette histoire, elle a poussé des hommes à se dépasser, elle a poussé des hommes à supporter les pires douleurs, elle a poussé les hommes à construire des églises, à construire des monuments magnifiques, à accomplir des choses qui paraissaient complètement dingues, complètement folles. L'histoire nous guide, l'histoire nous transforme, l'histoire c'est ce qui donne un sens à notre vie, c'est ce qui donne un sens à notre mort. Donc faites bien attention à l'histoire que vous vous racontez. L'histoire peut littéralement vous donner des ailes, comme elle peut aussi vous faire perdre beaucoup de temps. Parce que votre cerveau va être focalisé sur cette histoire-là et pas une autre. Et donc, moi j'ai rien contre le fait de raconter des histoires. Au contraire, moi je suis le premier à dire qu'il faut qu'on se raconte des histoires. On a besoin d'histoires. Il faut romancer notre vie. Sinon, on se tire une balle. Mais j'ai une dent contre le romantisme. Je pense qu'il faut passer moins de temps à romantiser l'indifférence d'un homme qu'à romancer votre vie. Écoutez-moi bien, c'est important. Je vois beaucoup trop de femmes. Je vous entends. Je vous écoute au téléphone. Je constate cette fabuleuse capacité que vous avez à romantiser l'indifférence d'un homme, le détachement d'un homme, des choses qui sont banales. À romantiser du banal masculin, à romantiser parfois aussi l'infidélité d'un homme ou la rupture amoureuse avec un homme, à vous dire « Ah, mais c'était le bon, c'était lui le bon, mais on n'était pas prêts tous les deux. » C'était un peu comme Roméo et Juliette finalement, hein. On romantise. Alors que c'est tellement plus banal. Moi, j'aurais votre mec de l'autre côté au téléphone, il me raconterait des choses beaucoup plus factuelles, beaucoup plus prosaïques, beaucoup plus banales. Les femmes ont vraiment cette fabuleuse capacité à romantiser l'indifférence d'un homme. Lui trouver de belles histoires, il a un style d'attachement évitant, il est craintif finalement, et il a souffert dans le passé, donc je vais soigner sa blessure. Attention avec ça. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que elle a bon dos, cette histoire. Et que très souvent, elle vient dissimuler une autre histoire beaucoup plus pragmatique, qui est qu'en fait, ce mec-là, il est indifférent. Son niveau d'intérêt, il n'est pas si élevé que ça. Donc, mesdames, attention, moi je veux bien qu'on se raconte une histoire. Et je vais même vous demander de nous raconter votre histoire, de romancer. Mais pas une histoire romantique. Une histoire qui va définir qui vous serez demain, mesdames. Et donc moi, j'aimerais, mesdames, que vous nous racontiez votre histoire et que vous l'écriviez en amont, a priori, avant qu'elle se produise. Vous écrivez l'histoire avant qu'elle se produise et ensuite vous matérialisez cette histoire. C'est comme ça que ça devrait marcher en fait. On devrait écrire l'histoire avant de la mettre en place. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous, là, peut-être que votre histoire, c'est j'étais longtemps accroché à un homme. Et ce mec-là, c'était pas le bon. Je voulais forcer une relation avec lui, c'était la mauvaise personne. Et à un moment, j'ai eu un déclic. J'ai compris. Il y a eu ce déclic, ce truc, ce moment, cette vision, cette anecdote. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué un truc. Boum, j'ai accepté. J'ai commencé à accepter. Ça a été un énorme travail spirituel et émotionnel sur moi-même
d'accepter l'inacceptable, d'accepter ce qui n'avait pas de sens, d'accepter la douleur, mais je l'ai accepté. Je l'ai accepté avec sérénité, je l'ai regardé calmement. Je me suis dit, ok, j'accepte. Et ensuite, je me suis recentré sur ce qui était important pour moi. Je me suis recentré sur ce rêve que j'avais mis de côté, sur mon ami, sur ma famille. Je me suis recentré sur cette chose-là qui avait un sens pour moi, mon chien, mon chat. Et on a recréé un truc fort que j'avais mis de côté pendant des années. Et ensuite, j'étais enfin disposé émotionnellement à rencontrer un homme. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ce mec-là, cet homme avec qui je suis aujourd'hui, mais qui est tellement bien pour moi, qui me fait tellement du bien. Mais si je n'avais pas fait ce travail avant d'acceptation, j'aurais jamais pu être disponible émotionnellement pour lui. Donc encore heureux, merci, heureusement que j'ai fait ce travail-là avant, et ce travail d'acceptation, et de me recentrer sur moi, et sur ce qui me rendait belle. Ça, vous l'écrivez maintenant. Vous nous l'écrivez dans les commentaires, votre histoire à vous, et ensuite, vous la matérialisez, cette putain d'histoire. Alors le dernier signe qui nous montre que vous forcez la relation, mesdames, vous forcez, avec une mauvaise personne, c'est, et là je m'adresse encore une fois à vos tripes, au fond de vous, vous savez très bien, vous avez peur. Vous avez peur de le perdre, parce que vous avez peur de vous retrouver seul. Vous avez peur de reprendre à zéro. Vous avez peur de recommencer les étapes, de recommencer. Déjà, il va falloir trouver un homme qui vous convient physiquement. Alors déjà, trouver un homme, simplement, rencontrer un homme. Puis, il faut qu'il vous convienne physiquement. Il faut que vous lui conveniez physiquement. Il faut que ça colle dans la conversation. Il va falloir repasser par cette phase de tu fais quoi dans la vie, ok, t'aimes quoi, c'est quoi ta couleur préférée, enfin bon, ça, voilà, c'est ces questions un peu superficielles, un peu chiantes, cette phase où on a l'impression qu'il faut ramer lentement, et puis voilà, et puis ensuite il va falloir l'inviter chez vous, aller chez lui, et il faut que ça colle sexuellement. Et si ça colle sexuellement, dans le meilleur des cas, est-ce qu'il va vous répondre après? Il y a ce fameux stress. On a couché ensemble, merde, on a couché trop vite, ou alors merde, maintenant il va changer, parce que ça a été le cas avec les hommes du passé. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va se barrer? Est-ce qu'il va commencer à bégayer? Est-ce qu'il va commencer à me dire qu'en fait il n'est pas sûr, je suis une personne merveilleuse, etc. Tout ça, c'est du stress, tout ça, c'est chiant. C'est fatigant de se dire qu'il va falloir reprendre ça, et peut-être avec plusieurs personnes. Je vais vous dire 2 choses pour vous rassurer par rapport à ça. Alors déjà, non, 3 choses plutôt. La première chose, peu importe à quel point c'est chiant, tout ce que je viens de vous décrire là, dites-vous bien que vous n'êtes pas toute seule. Vous n'êtes pas toute seule. Il y a d'autres personnes, il y a plein de personnes qui passent par là en ce moment, à tel point que c'est un terme, ça s'appelle la dating fatigue. Et pas que les femmes, les hommes aussi, pour beaucoup de gens, c'est chiant, c'est compliqué de repartir de zéro, voilà, c'est quelque chose qui est compliqué. Deuxième chose à dire, en fait, c'est pas, vous repartez pas de zéro à chaque fois. Je vais vous dire pourquoi. Parce que chaque humain que vous allez rencontrer est différent. Demain, vous pouvez rencontrer un homme avec qui vous allez avoir l'impression d'accélérer sur toutes ces phases-là. Peut-être ça va se passer beaucoup plus rapidement. Peut-être ça va glisser beaucoup plus rapidement. La conversation, elle va pas être accidentelle. Elle va pas être rugueuse. Elle va se faire facilement. Elle va glisser. Parce qu'avec lui, il y a une compatibilité particulière. Peut-être que ça va se passer, ça va glisser, ça va se passer très différemment d'avec les autres hommes. Parce que ce mec-là, il y a un truc particulier entre vous deux. Mais pour ça, il faut les rencontrer, ces mecs. C'est pour ça que moi, j'ai fait Rencontre Fusionnelle. C'est pour vous permettre de vous mettre dans les meilleures dispositions au quotidien pour faciliter la rencontre avec des hommes qui vous conviennent. Vous pouvez avoir rencontré les 4-5 derniers hommes, et ça, c'était lent, c'était chiant, c'était abrupt, et puis d'un coup, vous en rencontrez un, et ça glisse. Vous prenez le TGV de l'amour avec lui. Mais faut-il rencontrer le bon avec qui il y a ce potentiel de fusion, ce potentiel de relation fusionnelle. Et c'est pour ça que je vous aide là-dedans, je vous aide à cela dans Rencontre Fusionnelle. Mais le dernier point sur lequel je voudrais insister, mesdames, c'est que la peur ne doit jamais être votre guide en amour. La peur fait prendre des décisions de merde. La peur, c'est une très mauvaise guide en amour. C'est une très mauvaise maîtresse, une très mauvaise donneuse de leçons, en fait. N'écoutez pas votre peur. Quand vous prenez une décision en amour, prenez-la par amour, pas par peur. La peur ne doit pas vous guider de rester accroché à un homme par peur de vous retrouver toute seule. Parce que sinon, il y a la peur aujourd'hui d'être toute seule, mais demain, il y aura l'angoisse de se retourner en arrière et de se dire « Putain, j'ai perdu 5 ans parce que j'avais peur d'être seul. »
Et là, maintenant, je me retrouve seul. Ne prenez jamais une décision par peur, mais cherchez là où se trouve l'amour. L'amour de votre solitude, pourquoi pas? L'amour de votre projet, je préfère. L'amour de votre rêve. L'amour de votre chien, de votre chat. L'amour de votre copine, de votre ami, de votre famille. L'amour de votre travail, pour certaines, de votre sport. Mais pas la peur d'être seul, de vous retrouver abandonné ou de devoir reprendre de zéro. Très mauvais guide en amour. Parce que vous ne serez jamais fier d'une décision que vous avez prise par peur. Et vous la regretterez. Et il y a quelque chose que vous ne regretterez pas, par contre, c'est de vous abonner aux emails quotidiens que j'envoie régulièrement dans votre boîte mail directement, où je vous explique tout ce que je sais sur l'amour, la psychologie masculine et comment rendre un homme amoureux. C'est totalement gratuit et c'est en lien en description de cette vidéo. À très vite.